RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour. Ce matin, nous sommes avec Stéphane Vernet, bonjour. Éditorialiste à Ouest France, Alexandre Poidatz, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Lutte et Contemplation. En un mot, Lutte et Contemplation, c'est un collectif de chrétiens engagés sur les enjeux de transition écologique et sociale qui se retrouvent pour faire des actions militantes et prier ensemble. Et aussi, pour commenter l'actualité avec vous deux ce matin, on va revenir notamment sur ce qui se passe à Gaza, Louis Dauphren. Ah bah oui, j'espère bien qu'il va commenter l'actualité parce que ça sert quand même à ça, notre débat. On va aller du côté de la bande de Gaza et des Palestiniens déplacés qui commencent à retourner dans le nord de la bande de Gaza avec la suite de l'épisode de ce conflit entre Israël et le Hamas. Et puis on ira aussi sur les rives de la politique française avec la municipale partielle de Villeneuve-Saint-Georges. Et puis du côté de l'Église, une question un peu plus vaste que l'on va se poser au-delà de l'actualité immédiate avec la première pierre de l'église Sainte-Bathilde qui a été posée hier à Chelles en Seine-et-Marne. Peut-on aujourd'hui construire des églises ? Doit-on construire des églises, en particulier dans les zones urbanisées où il n'y en avait pas ? Eh bien, vous pouvez à tout moment réagir par mail direct@radionotre-dame.com ou direct@rcf.fr. Bienvenue dans le débat du jour. Et donc on assiste à un déblocage des négociations entre Israël et le mouvement islamiste Hamas qui permet la libération des otages, mais qui permet aussi à des Palestiniens de retourner chez eux dans la bande de Gaza. Les choses ne sont pas faciles. Il y a eu aussi Donald Trump qui s'est immiscé, si on peut dire, dans ce débat en proposant que l'Égypte et la Jordanie accueillent des Palestiniens, ce à quoi ces deux pays ont répondu tout à fait négativement. Alors, comment lire ce nouvel épisode de ce conflit entre les deux entités, Stéphane Vernet et puis Alexandre Poidatz. Alexandre, vous voulez commencer ? Bon, alors la première chose, c'est qu'on sort quand même de 15 mois extrêmement rudes et difficiles, avec beaucoup de morts des deux côtés, 48 000 du côté palestinien, au moins 3 000 lors du 7 octobre du côté israélien. Avec aussi, je pense, quelque chose qui est assez important de rappeler, un non-respect du droit international des deux côtés, y compris du côté du gouvernement israélien. Et donc, en fait, il ne faudra pas oublier le refus de ce droit international. Et il faut matérialisé par quoi ? Matérialisé notamment par le fait qu'il y a eu, dans tout cadre de guerre, si vous voulez, en termes de dignité humaine, il y a des règles à respecter. C'est la guerre, mais il y a des règles à respecter. Il n'y a pas des règles qui ont été respectées. Il y a eu des attaques de journalistes, il y a eu des attaques d'ONG, il y a eu des attaques d'hôpitaux. Donc en fait, tout ce qui normalement est des règles qui sont définies par les 4 conventions de Genève, qui sont du droit international, n'ont pas été respectées des deux côtés. Je tiens à le préciser. Et donc, ce respect du droit international est un socle absolument fondamental pour la paix à long terme. Et c'est absolument ça dont on a besoin. Et en fait, les paroles du président Donald Trump ce week-end ne mettent que de l'huile sur le feu de ce droit international, puisque en proposant d'évacuer 2,4 millions de Gazaouis, donc 2,4 millions de personnes de la bande de Gaza, en dehors de ce territoire, on va pas du tout contribuer à pouvoir faire émerger une forme de paix de long terme et de 2 États, puisque c'est vraiment la solution dont on a besoin. Pourquoi avoir fait cette proposition selon vous ? C'est une provocation. Enfin, on sait qu'en termes de géopolitique, en tout cas, de la part du président Trump, on assiste à beaucoup de provocations. Et ce qui est assez intéressant, c'est que juste il y a à peine quelques jours, il disait la bande de Gaza est un lieu absolument magnifique au bord de la mer où il fait bon vivre. Alors, et en même temps, là, il dit non, mais la situation est absolument détestable pour les Gazaouis. Il faut les envoyer ailleurs, donc en Jordanie ou en Égypte, et prendre pour qu'ils renouvellent leur vie là-bas. Bon, alors déjà, l'Égypte et la Jordanie ne sont pas d'accord pour les accueillir, donc ce serait peut-être intéressant de demander l'avis aux concernés. Et par ailleurs, bon, on peut aussi se dire qu'il y a un espèce de projet pour quelqu'un qui était un magnat immobilier, de se dire on va tout raser, on va faire peut-être des hôtels de luxe pour une population riche israélienne et on va virer les pauvres ailleurs. C'est un peu indécent, ça ne respecte pas le droit international et c'est presque une forme de transfert forcé qui ne respecte pas le droit international défini par la Cour de pénal internationale et c'est en fait une forme de nettoyage ethnique, tout simplement. Stéphane Vernet, c'est votre avis ? Oui, complètement. Moi, je pense que dans l'attitude de Donald Trump, il y a des arrière-pensées. C'est un businessman, c'est un magnat de l'immobilier, vous l'avez très bien dit. Donc, moi, je pense qu'il se dit qu'il y a une opportunité pour les entreprises américaines de se faire beaucoup d'argent en reconstruisant la bande de Gaza, qui a été entièrement détruite. Mais on peut la reconstruire avec les Gazaouis. Alors voilà, ce qui est sympa, c'est que, entre guillemets, c'est très ironique, ce qu'il propose au passage, c'est effectivement ni plus ni moins un nettoyage ethnique.
C'est un déplacement de force de 2,4 millions d'habitants vers l'Égypte et vers la Jordanie. Non seulement ils n'en veulent pas, mais en plus, si vous voulez, je vous rappelle que dans les conflits précédents, il y a déjà eu des mouvements de population énormes en Palestine vers les pays voisins, notamment la Jordanie. Vous avez plus de la moitié des gens qui vivent en Jordanie qui sont des déplacés, des réfugiés, des gens qui venaient de Palestine, en fait. Donc cette pression-là serait insupportable, ça n'a pas de sens. Vous avez la Ligue arabe qui est vent debout en disant que c'est inacceptable. Vous avez l'autorité palestinienne, pas que le Hamas, qui est vent debout aussi contre cette idée. Mahmoud Abbas s'est exprimé sur le sujet. Mais Donald Trump il est prêt à toutes les provocations aujourd'hui. On parle quand même d'un monsieur qui voudrait annexer le Groenland, qui veut faire du Canada le 51e État des États-Unis, reprendre le contrôle du canal de Panama. Il est en roue libre, en fait. Donc, mais est-ce qu'il n'y a pas, Stéphane Vernet puis Alexandre Podat, est-ce qu'il n'y a pas une solidarité intra-arabe qui devrait jouer? C'est un argument aussi qu'on entend côté israélien en disant mais il y a finalement que des pays arabes autour, Iran excepté, mais qui pourraient aussi prendre leur part en fait de la misère palestinienne. Je répète, la Jordanie, en fait, ils ont déjà pris plus que leur part par le passé quand même. Et on sait que ces déplacements de population, surtout s'ils sont forcés, peuvent créer des tensions ou des conflits dans les pays limitrophes. Je vous rappelle que l'effondrement en Jordanie, il y a eu septembre noir. C'était 71, si je me souviens bien, ou 72. Je ne vais pas dire de bêtises, au début des années 70, où la présence de militants de l'OLP armés, etc., qui avaient installé des camps, qui s'entraînaient en Jordanie, a fini par créer une espèce de tentative de création d'un État dans l'État, de renversement du pouvoir, et ça s'est soldé par l'armée jordanienne est intervenue, ça s'est soldé par des massacres. Le Liban a été totalement déstabilisé et s'est effondré du fait de l'arrivée massive de Palestiniens au Liban. Donc on ne joue pas avec ce genre de choses. C'est pas juste une question de solidarité. Vous voyez ce que je veux dire? C'est aussi une question d'équilibre. Mais quand le pape dit qu'il faut accueillir les migrants, est-ce qu'on peut pas étendre ce raisonnement à ceux qui soutiennent la cause palestinienne? Non mais oui, mais 2,4 millions de personnes qui sont déplacées de manière forcée dans un délai extrêmement court, non. Je veux dire, voilà, là pour le coup, on est au-delà de la solidarité. Le risque, c'est une déstabilisation géopolitique des pays limitrophes. On n'a pas besoin de ça au Proche et au Moyen-Orient en ce moment. Est-ce que c'est la première intervention de Donald Trump en tant que président un peu exagéré? On avait l'impression que depuis qu'il était président, il avait au début signé ses décrets comme il l'avait dit. Ce qu'il fait en ce moment au Proche-Orient, il ne l'avait pas prédit. Non, mais il vaudrait mieux essayer de faire la liste des choses pas exagérées qu'annonce Donald Trump, ça ira plus vite. Parce que voilà, je rappelle, en fait, il a eu quand même des propos extrêmement outranciers sur le Groenland, le Canada, avant Panama, etc. Oui, mais il fera pas tout ce qu'il annonce, mais il a quand même annoncé la couleur, et il faut s'attendre à ce qu'il y ait un certain nombre de mesures qui aillent au bout. Je vous rappelle que sur Israël et la Palestine, Donald Trump, dans son premier mandat, c'était le chef d'État qui avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, alors que tous les autres étaient sur le choix de Tel Aviv pour des raisons évidentes, diplomatiques, etc. Donc il y a aussi cette volonté de forcer la main à tout le monde. Donc moi je pense que ces déclarations-là récentes sont dans cette continuité-là. Alexandre Podat. Je suis totalement d'accord. Je pense que c'était très intéressant de regarder la perspective historique aussi de ce conflit. Est-ce que la cohabitation entre Israël et la Palestine depuis 1945 et post-Seconde Guerre mondiale se passe bien? Non. Et pourquoi? En l'occurrence, parce qu'il y a eu des déplacements majeurs de population. Et vous l'avez mentionné, ce n'est pas juste nouveau, là, ce que propose le président Trump. La première guerre israélo-arabe a fait 700 000 déplacés en 1848-1949, palestiniens, vers la Jordanie, l'Égypte, le Liban, etc. Pareil, en 1967, 300 000 Palestiniens déplacés. Et qu'est-ce que ça a créé? Ça a créé des tensions dans ces pays limitrophes. Ça a créé quand même une guerre civile au Liban de plus de 15 ans. Et on sait la situation actuelle au Liban qui est encore nuancée, alimentée par ce conflit interne qui a été exporté. Et par ailleurs, ça n'a pas du tout contribué à une paix interne entre Israël et la Palestine. Il y a 85% des Israéliens qui se sentent exterminés. Il y a 85% des Gazaouis qui se sentent exterminés. C'est absolument terrible. Qui se sentent, vous dites. Qui se sentent. Ils ont une perception d'être exterminés.
C'est absolument Mais terrible. ça, c'était relevé par des sondages. Comment le sait-on? Oui, exactement. C'est des sondages. Alors, Qui vous pose la question comme telle? Oui, exactement. Mais alors, c'était avant. Là, je pense que là, il n'y a pas eu de sondages qui ont été faits dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre, très clairement. Mais c'était avant déjà. Donc, c'est juste pour dire, dans la dimension historique, les deux peuples se sentent exterminés. Et en fait, les conditions qui ont généré cela, c'est toujours plus de violence, toujours plus de rapports de force, et notamment la colonisation israélienne, qui va toujours essayer de grappiller des parts de terrain en Cisjordanie. Parce qu'à l'heure actuelle, certes, il y a un cessez-le-feu à Gaza, mais ils continuent de grappiller et de faire de la colonisation en Cisjordanie. Donc la première chose à faire, et c'est ce que demandent les pays arabes, c'est arrêter la colonisation. Ça, c'est la condition principale. Et la deuxième solution, c'est la reconnaissance d'un État palestinien avec un État fort. Parce que si on ne veut pas que des groupuscules terroristes grandissent, comme l'a fait le Hamas, la solution, c'est de pouvoir avoir un État légitime, d'avoir une reconnaissance de l'État palestinien et de pouvoir créer les conditions d'une paix durable. Une paix durable, autant pour les Palestiniens qui ont droit à une dignité humaine, autant pour les Israéliens pour qu'ils se sentent moins menacés. Mais la solution des deux États paraît assez peu se profiler. Beaucoup disent, mais les deux États, l'État palestinien en particulier, ce n'est pas viable. Les conditions ne sont pas réunies, même si on traçait des lignes sur une carte en reprenant les frontières de 67, etc., ça ne serait pas viable. Oui, du coup, la solution à deux États pour Donald Trump, c'est quoi? C'est Israël qui prend tout et puis les Palestiniens qui vont vivre ailleurs. Bon, c'est super comme solution à deux États. Mais qu'y a-t-il pour proposer deux États aujourd'hui dans le monde? Le problème, ce qu'on oublie dans cette histoire, c'est que par rapport à la bande de Gaza, c'est que la bande de Gaza, elle est sous contrôle du Hamas depuis 2007. C'est-à-dire que le Hamas a gagné les élections contre l'autorité palestinienne, qui était accusée d'être corrompue, d'être complaisante avec Israël. Enfin bon, ils étaient en perte de vitesse totale. Et donc, il y a eu des élections qui ont donné une courte tête au Hamas dans la bande de Gaza. Et la première chose que les militants du Hamas ont fait une fois qu'ils ont gagné ces élections, c'est qu'ils ont assassiné leurs opposants politiques de l'autorité palestinienne, du Fatah, etc. Donc le Fatah n'était plus présente du tout et l'autorité palestinienne n'était pas du tout présente dans la bande de Gaza depuis depuis quasiment 15 ans, quoi. Donc voilà. Donc aujourd'hui, la question il va falloir faire trois choses. D'abord, il y a l'urgence humanitaire. Maintenant que le cessez-le-feu est en place, ensuite il y aura toute la problématique de la reconstruction à moyen et à long terme. Et puis après il y a la solution diplomatique et politique, l'idée de créer deux États. Mais avec qui vous négociez? Avec qui vous mettez en place cette solution-là? En fait, avec qui vous avez des pourparlers? Avec le Hamas, c'est pas possible. Avec l'autorité palestinienne, mais faudrait d'abord que l'autorité palestinienne réussisse à se refaire la cerise, si vous me permettez cette expression triviale, au sein de sa propre population. Or aujourd'hui, vous avez les territoires occupés. En fait, ils sont séparés. En fait, il y a pas de continuité, et on est dans une situation qui est quand même très très compliquée. En tout cas, pas tout de suite. Mais voilà. Et donc la proposition que fait Donald Trump, si elle était suivie des faits, c'est en réalité, parce qu'il dit les Palestiniens peuvent aller s'installer ailleurs, en Égypte, en Jordanie, comme ça, le temps de reconstruire Gaza, puis ils reviendront après. Mais ils reviendront jamais. S'ils partent, ils reviendront pas. C'est pas vrai, en fait. Ça, c'est pas possible. C'est comme les chrétiens d'Orient, d'une certaine façon. Ben aussi. oui. Quand on quitte ses racines, on les quitte pour toujours, souvent. Alexandre Poilade, sous l'angle humanitaire, comment est-ce que vous regardez ce scénario gazaoui maintenant? On l'a mentionné tout à l'heure, mais en termes de droit humanitaire, c'était quand même catastrophique ce qui s'est passé en 15 mois. Il ne faudra pas l'oublier et il faudra absolument en saisir l'importance pour les prochains mois pour rétablir une paix. Je veux dire, il y a eu un moment dans la bande de Gaza Nord, dans ce qu'on appelle Gaza Nord, où la communauté internationale, y compris les États-Unis, demandait l'entrée de 500 camions humanitaires par jour. Il n'y en avait que 30 dans tout Gaza. Enfin, c'était absolument inadmissible. Quand on parlait de non-respect du droit humanitaire, je veux dire, on avait 700 000 personnes qui étaient bloquées sans accès à la nourriture, à l'eau, à l'électricité, etc. C'était absolument catastrophique. Donc, aujourd'hui, que les camions puissent revenir, soulagement, cessez-le-feu pour le respect de la dignité humaine. Donc, d'un point de vue humanitaire, on a déjà ça. En fait, si vous voulez, l'humanitaire, c'est juste le pansement au début. Après, il faut effectivement aller vers la solution politique dont on a parlé. On est d'accord sur la solution à deux États et la fin de la colonisation. Et moi, j'aimerais bien ouvrir aussi sur un autre pan qui est... Moi, je parle même d'une solution spirituelle. J'ai juste envie de citer Monsieur Bronstein, qui est le président du Forum pour la paix, qui est juif israélien, et qui a dit quelque chose la semaine dernière qui m'a beaucoup marqué. Il a dit, en tant que juif, en tant qu'israélien, j'aimerais dire pardon aux Palestiniens pour ce qu'a fait le gouvernement israélien.
Et je trouve que aussi ce type de parole, alors c'est très spirituel, mais ça a aussi vocation politique. Je l'ai entendu de l'autre côté palestinien qui disait aussi, en tant que Palestinien, je ne me reconnais pas dans ce que fait le Hamas et je demande pardon pour le 7 octobre. Si on entend aussi ce type de parole des deux côtés, ça peut aussi permettre à une forme de rétablissement de la paix et de discussion entre les deux peuples. Il faut qu'elles émergent, ces paroles. Oui, qu'on tout à les fait. entende, qu'on ait des interlocuteurs. Oui. C'est toute la question. Et au-delà d'ailleurs, ce que vous avez évoqué sur l'autorité palestinienne, au-delà du fait que l'autorité palestinienne est très affaiblie, l'autorité palestinienne est humiliée par le gouvernement israélien. Je veux dire, là, ce qui se passe à l'heure actuelle en Cisjordanie, et notamment à Jénine, c'est vraiment, en fait, des territoires qui sont supposés être sous l'autorité de l'autorité palestinienne. On a une armée israélienne qui va, on a des soldats qui bloquent les routes, qui humilient les habitants, qui vont fermer des marchés de façon forcée, qui vont ne pas respecter la dignité humaine et donc affaiblir Mahmoud Abbas. Bon, maintenant Mahmoud Abbas, je pense qu'il faudrait qu'il soit remplacé et qu'il y ait un nouveau leader beaucoup plus charismatique. Mais oui, on a besoin de paroles comme celle-ci. Et malheureusement, lorsque on va avoir de tels types de paroles dans nos sociétés occidentales, je pense qu'il faut aussi appeler à la nuance. On va tout de suite partir dans une confrontation dans un pays comme la France, lorsqu'on va plutôt dire on est pro-israélien, pro-palestinien, alors qu'on devrait dû se dire une vie israélienne vaut une vie palestinienne et construire à partir de là la paix. Il y a la Cisjordanie, il y a aussi le Liban. On a appris ce matin qu'il y avait eu 22 morts selon les autorités libanaises après des tirs de forces israéliennes. Est-ce qu'on n'a pas aussi là un endroit où le gouvernement israélien peut humilier certaines forces en présence, selon vous, Alexandre Podat? Oui, on a eu exactement la même situation au Liban, avec 3000 morts du côté de civils libanais pendant 1 mois et demi. Je vous avouerai que je vous en parle alors que ma mère est libanaise, donc j'ai ma famille au Liban, donc je peux vous témoigner que c'était une humiliation pendant 1 mois et demi. C'était des personnes qui chaque jour se réveillaient sans vraiment se réveiller, puisque toute la nuit il y avait des bombardements, que lorsqu'il y a eu le cessez-le-feu, ils m'ont dit c'est absolument incroyable d'avoir une nuit en silence. Donc c'était absolument vraiment terrible pour la population locale. C'est un pays qui a vécu pendant 1 mois et demi 1,2 million de déplacés. Donc là, on parle de 1,2 million de déplacés pour un pays qui fait 4 millions d'habitants et qui est plus petit que l'Île-de-France, il faut le dire. Donc oui, il y a une forme d'humiliation. Bien sûr que le Hezbollah est un problème. C'est un ennemi intérieur au sein du Liban, mais le gouvernement israélien a joué sur les mêmes jeux du cercle de la violence qu'a exercé le Hezbollah. Et donc, des deux côtés, on a un cercle de la violence, une spirale de la violence, qui ne favorise absolument pas une forme de paix. Qu'est-ce que l'élection du nouveau président a changé ? Pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. En tout cas, si, ça peut changer. Ça a débloqué une aide humanitaire. Ça a débloqué de l'aide, notamment de l'Union européenne, je crois, pour la construction d'une armée libanaise qui pourrait vraiment être l'armée, la force, si vous voulez, plutôt que le Hezbollah au Liban. Et ça va aussi débloquer une aide internationale, parce qu'ils demandaient depuis des mois qu'il y ait une aide internationale de la part... qu'il y ait un gouvernement stable, un président et un Premier ministre au Liban pour débloquer l'aide. En un mot, Stéphane Vernet ? C'était demandé depuis longtemps par la France, mais c'était demandé par le pape aussi. Je vous rappelle que ça fait partie des choses. À partir du moment où vous avez... l'essentiel, c'est d'avoir un interlocuteur, et d'avoir un interlocuteur stable. Et donc c'est un premier pas vers de nouvelles négociations et voilà. S'il n'y a pas de président, c'est quand même très difficile de faire avancer les choses. Alexandre Poidat de Lutte et Contemplation, Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest France. Ce matin, dans le débat du jour, vous pouvez continuer à réagir par mail direct@radionotre-dame.com et direct@rcf.fr. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Toujours avec Alexandre Poidat, cofondateur de Lutte et Contemplation, et Stéphane Vernet, éditorialiste à Ouest France. On va parler de politique et politique électorale avec la municipale anticipée à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne. Le député LFI Louis Boyard est arrivé en tête de cette municipale anticipée hier. Un scrutin local test pour le parti de Jean-Luc Mélenchon qui cherche un ancrage local, même si l'avance est assez mince pour l'élu de 24 ans qui donc devra faire face à un second tour qui s'annonce serré dimanche prochain. Alors, ce qui est important, c'est de voir pour nous un petit peu quels sont les signes qu'envoie ce type de scrutin. Scrutin donc municipal anticipé à Villeneuve-Saint-Georges, avec une campagne qui a eu une certaine médiatisation, en particulier sur les réseaux sociaux. Stéphane Vernet ? Oui, alors la médiatisation sur les réseaux sociaux, elle est liée aussi au fait que les insoumis sont très très présents sur les réseaux sociaux, très hyper actifs, très organisés. Donc voilà, ils savent faire vivre. C'est leur façon de faire campagne aujourd'hui, en fait, autant que le terrain, si ce n'est plus. Donc voilà.
Ça, c'est pas une surprise. Après, qu'est-ce que cette élection peut nous dire? Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est une élection anticipée. Les élections anticipées, c'est toujours très particulier, en fait. Souvent, la participation est moindre. Là, c'est plutôt pas mal, si je me souviens bien. Un tiers. Oui, mais c'est surtout que c'est dans le même étiage que les municipales, les dernières municipales classiques, entre guillemets. Donc on peut se dire qu'il y a plutôt une mobilisation correcte, voilà. Équivalente à celle de 2020. Voilà, c'est ça. Alors que d'habitude, sur des élections anticipées qui sont hors calendrier, en fait, vous avez plein de gens qui ratent l'info, qui y vont pas, etc. Bon, là, il y a un enjeu fort, c'est que c'est une population assez jeune, globalement, sur cette commune. Il y a un taux de pauvreté qui est très élevé. Je crois que c'est 34% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et donc, on peut se dire que il y a un moyen pour la gauche de prendre cette mairie qui était tenue par un divers droite. Après, rien n'est fait. C'est-à-dire, c'est pas parce que la liste de conduite par Louis Boyard est arrivée en tête à Villeneuve-Saint-Georges qui va pouvoir remporter cette élection. Je vous rappelle que alors, comparaison n'est pas raison, mais il y a 15 jours, vous aviez une élection, ou il y a 10 jours, il y avait une élection législative partielle en Isère, où vous aviez le candidat de la France Insoumise qui était arrivé en tête et qui finalement a été largement battu au second tour. Ça dépendra des fusions de listes qui peuvent être décidées là, aujourd'hui, par rapport au deuxième tour, et des reports de voix. Et ce qui va être intéressant, c'est que l'enjeu pour la France Insoumise, c'est de réussir à gagner une ville de plus de 10 000 habitants, etc., dans la perspective des municipales qui ont lieu. 35 000 habitants, Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, Villeneuve-Saint-Georges, 35 000 habitants. Donc l'année prochaine, 2026, les municipales, donc ça peut être intéressant, très intéressant et important d'avoir une ville de plus de 30 000 habitants, etc., à faire valoir pour l'année prochaine. Mais on va voir aussi où en est le nouveau Front populaire et la capacité de la gauche à s'entendre et à s'unir pour un scrutin local. Alors, c'est pas tout à fait gagné, c'est un peu compliqué. C'est tout à fait la question, puisqu'il arrive en tête avec 24,89, mais derrière, il y a donc l'ex-premier adjoint LR qui est à 2 points seulement, 22,70, et puis une autre liste de gauche, Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, et le PS qui est à 20%. Donc ça va dépendre de l'attitude de ces 20%-là par rapport à Louis Boyard, Alexandre Poidat. Est-ce qu'ils vont se reporter sur Louis Boyard? Est-ce que la gauche classique, en particulier peut-être la gauche réformiste, va se reporter sur Louis Boyard, ou est-ce qu'elle va se reporter sur le candidat LR, ou s'abstenir? C'est la question. Qu'est-ce que vous feriez, vous? C'est une bonne question. Non. Je précise juste que le collectif Lutte et Compilation est impartisan. Donc si je parle là, si je vous dis mon avis, c'est mon avis personnel. Évidemment, d'un point de vue de stratégie électorale, là, si Louis Boyard n'a pas le soutien de l'ensemble du nouveau Front populaire, et donc de la liste de Daniel Henry, du Parti communiste, il ne passe pas. Donc voilà, c'est un vrai test pour la gauche française au niveau national, et là, dans un enjeu local, de savoir est-ce qu'ils vont pouvoir s'allier. A priori, c'est plutôt en bonne voie, puisque de l'autre côté, on a quand même une liste d'hiver droite, une liste de droite et une liste centriste qui sont tous les trois à 20% à peu près, ou non, 20, 15, quelque chose comme ça. Donc s'il n'y a pas d'un point de vue de stratégie électorale, ils sont obligés de faire ça. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'ils vont pouvoir se mettre d'accord sur les enjeux de fond? Et donc plus ce qui se montre à Villeneuve-Saint-Georges à l'heure actuelle, c'est vraiment ce qui se joue au niveau national. Peut-être qu'il faut préciser qu'il y a quand même eu beaucoup de tensions au sein du conseil municipal de Villeneuve-Saint-Georges. Ce qui a déclenché l'élection, c'est notamment un salut nazi du maire qui était les Républicains pendant le conseil municipal. Tout à fait. Le maire sortant, c'est ça. Et donc il y a eu Philippe Godin, et il y a un tiers qui a reconnu lui-même d'avoir fait un salut nazi au passage, qui s'est excusé. Bon, mais on va. Oui, un tiers du conseil municipal avait démissionné. C'est pour ça que la préfecture a demandé une nouvelle élection. Mais on aura des élections municipales l'année prochaine en France. Ça va être un très bon test. Et c'est un très bon test aussi parce que ce qui divise la gauche en particulier, c'est cet enjeu qui a été reflété par le débat entre Mélenchon et Ruffin, des bourgs et des tours, si vous voulez. Et donc il y a la stratégie électorale de la part de la France Insoumise qui l'assume plutôt de dire on veut parler à ce terme dont parle Jean-Luc Mélenchon de la Nouvelle France. Donc c'est vraiment cette concentration d'une population plutôt issue de l'immigration et urbanisée, donc que représente en fait Villeneuve-Saint-Georges, qui est la stratégie électorale de la France Insoumise, où la France Insoumise performe d'un point de vue électoral, c'est très bizarre de dire cela, de façon assez importante. Et de l'autre côté, la question qui se pose, c'est que moi, à titre personnel, je trouve ça très intéressant de mettre
le focal sur ce type de territoire qui cumule beaucoup d'inégalités sociales, inégalités géographiques, où il y a un très fort taux de pauvreté, où aussi les personnes issues de l'immigration subissent beaucoup de racisme, un racisme qui augmente en France. Donc c'est très intéressant de mettre cela. De l'autre côté, je me mets à la place de personnes qui vivent, je sais pas, de jeunes agriculteurs qui vont reprendre des fermes, par exemple, un peu partout en France. Je me mets pas à la place de jeunes populations dans les zones rurales. Est-ce qu'elles peuvent se sentir associées à ce type de discours-là, d'une nouvelle France sans y être inclus? C'est un peu la question qui est posée. C'est-à-dire, vous voulez dire qu'en fait, il y a une problématique propre à ce type de territoire. C'est là qu'LFI fait ses meilleurs scores. Donc là, voilà. c'est vraiment l'épreuve du feu pour voir si ça fonctionne. Oui, tout à fait. Et vous dites que d'autres périphéries, elles, ne se sentent pas associées. C'est-à-dire, vous voulez dire que les grands sujets qui peuvent unir les personnes qui vivent des conditions difficiles, ça les unit pas forcément électoralement parlant? Au contraire, je pense que si. Je pense que, par exemple, les services publics, les banlieues sont des déserts médicaux. Les banlieues sont aussi les endroits qui subissent le plus les impacts du changement climatique. Eh bien, c'est pareil pour ce qu'on appelle la France rurale, si vous voulez. Elle vote plutôt RN, la France rurale, vote pas LFI. Oui, mais exactement. Mais la solution à ces deux problématiques sont pareilles pour les banlieues ou les zones rurales. C'est plus de services publics pour faire face à la crise écologique qui va impacter et qui va rendre ces territoires vulnérables, et pour lutter contre les déserts médicaux, par exemple. Donc c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça le débat qui se joue à gauche, de savoir est-ce que c'est possible de parler à ces deux territoires, est-ce que c'est possible d'aller chercher les électeurs RN dans les zones rurales en parlant des mêmes sujets. Ça, c'est ce que dit François Ruffin. Et à l'inverse, la France Insoumise a plutôt une stratégie. Elle ne dit pas qu'elle ne veut pas parler aux zones rurales, mais elle a plutôt une stratégie assez forte et plutôt revendiquée de dire il faut aussi se focaliser sur les populations qui subissent le plus les inégalités, et donc celles qui subissent le plus les inégalités et qui ont plusieurs indices qui font qu'elles sont en vulnérabilité, ce sont les banlieues. Stéphane Vernet. Sur cette stratégie-là, après la rupture entre François Ruffin et Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, François Ruffin avait fait des déclarations en expliquant qu'en fait Jean-Luc Mélenchon aurait renoncé à vouloir aller chercher l'électorat rural, effectivement, en considérant que de toute façon il était perdu pour la cause, et qu'il était orienté Rassemblement National, et qu'il valait mieux se concentrer sur les périphéries des grandes villes, sur les banlieues, sur voilà les... Bon, donc moi je sais pas, mais est-ce que... Mais ça peut paraître un mauvais calcul, ça? Parce que c'est plutôt... démographiquement, c'est quand même plutôt payant. On se dit, il y a un réservoir qui n'est pas mobilisé, qui n'est pas conscientisé politiquement, et que Mélenchon veut conscientiser. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une réalité, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'implantation, une implantation extrêmement faible de la France Insoumise en milieu rural, en campagne. Ça marche pas. Dans les villages, etc., ça fonctionne pas du tout. Ça, d'accord, mais dans les banlieues. Dans les banlieues, il y a la volonté de progresser, d'où l'importance en fait de Villeneuve-Saint-Georges. C'est-à-dire que si cette commune arrivait à basculer, puisqu'elle est tenue par un maire d'hiver droite, on l'a rappelé, s'ils arrivaient à faire basculer cette commune, ça pourrait créditer le fait que la stratégie choisie par la France Insoumise peut fonctionner. Encore une fois, c'est pas fait en fait. Tout dépend du report de voix. C'est là aussi qu'on va voir le repoussoir que peut être la France Insoumise, parce que dans cette stratégie d'aller chercher en fait les quartiers populaires et les banlieues, il y a eu quand même un certain nombre de bougées de la part de la France Insoumise ou de Jean-Luc Mélenchon, notamment par rapport à la laïcité, etc. Enfin, depuis, il y a un chemin qui a été fait dans le discours et la pratique qui est aux antipodes de ce que, sur certains points, notamment sur la laïcité, de ce qu'était Jean-Luc Mélenchon il y a 10 ans. C'est-à-dire de connivence avec certains éléments islamistes. Alors, connivence, vous y allez très fort. Ça fait partie des choses qui... C'est ce qui Ils sont attaqués là-dessus. Ouais, c'est ce qui est reproché ouvertement à la France Insoumise en général et à Jean-Luc Mélenchon en particulier. Mais force est de constater que dans ses choix d'alliance, etc., il s'est rapproché d'un certain nombre de partis, d'associations, de structures communautaristes qui posent question. Est-ce que ça marche ou est-ce que ça fonctionne pas? Ça, on le saura aussi. On le saura aussi quelque part à Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce que la personnalité de Louis Boyard était le bon élément pour y aller? Est-ce que Louis Boyard, qui a à peine 25 ans, peut
peut avoir les épaules aussi pour incarner un maire. C'est une personnalité très controversée aussi, mais c'est quelqu'un qui existe sur la place publique parce qu'il fait toutes sortes de démissions, un caractère populaire, pour ne pas dire populiste. On l'a vu beaucoup, etc. À une certaine époque. Donc il s'est créé une image dans l'opinion. Donc ça, c'est quelque chose qui compte. Et puis il est très jeune. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que la population de Villeneuve-Saint-Georges est une population, la pyramide d'âge, en fait, il y a une jeunesse de la population qui peut être sensible aussi au fait que le candidat proposé n'a pas 73 ans, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, d'où aussi l'intérêt ou l'importance de passer par les réseaux sociaux pour aller essayer de mobiliser cet électorat qui est réputé... se déplacer peu et s'intéresser très peu à la chose politique. À voir aussi justement si les réseaux sociaux ont un impact électoral ou pas, puisque l'effet mécanique n'est pas évident. En tout cas, la stratégie électorale de la France Insoumise se repose sur le fait qu'aux 2 dernières législatives, Louis Boyard a fait 60% dans la ville. Donc, a priori, ils pensent que ça marche. Est-ce que là, ça va mais il y avait une mobilisation, comme disait Stéphane Vernet tout à l'heure. C'était pas une partielle. Oui, il y avait toute une ambiance qui incitait les gens à se mobiliser. Mais qu'est-ce que vous pensez de l'analyse de Stéphane Alexandre sur le positionnement de Louis Boyard et de LFI par rapport à Villeneuve-Saint-Georges? Moi, ce que je trouve assez intéressant, il faut dire. Alors moi, j'étais beaucoup plus à l'aise plutôt que le terme de Nouvelle-France qu'utilise Jean-Luc Mélenchon, j'étais beaucoup plus à l'aise avec le terme de créolisation. Il parlait d'une France créolisée. Et donc, le message derrière, c'était vraiment de dire que l'immigration ne remplace pas. L'immigration, elle crée des mélanges. Et moi, ce que je trouve intéressant, et je crois qu'on se rejoint là-dessus, dans ce débat-là, c'est est-ce que on définit l'identité, qui est vraiment au cœur du débat politique national à l'heure actuelle, au singulier ou au pluriel. Je m'explique. Moi, j'ai beaucoup aimé relire, je vous invite tous à relire, le livre d'Amin Mahalouf, le secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui s'appelle « Les identités meurtrières », et où il explique justement que si on définit l'identité nationale au singulier, donc si on n'a qu'une identité française, rigide, chrétienne, blanche, en fait, on ne va pas créer des ponts avec d'autres communautés. Alors que si on a une identité au pluriel et qu'on se revendique dans différents lieux d'appartenance, donc ça peut être notre foi, mais ça peut aussi notre territoire, ça peut être aussi notre club sportif, etc. On va créer des ponts. Et là-dessus, Jean-Luc Mélenchon avait une parole assez intéressante lorsqu'il parlait de créolisation, en parlant de mélange et de fait qu'il y a des ponts qui peuvent se créer entre les Français. Maintenant, la question qui est posée, c'est est-ce que se focaliser uniquement sur un type de l'électorat, sans forcément le dire dans la parole politique, mais dans une stratégie politique, peut avoir des conséquences de, en fait, uniquement défendre une identité, alors que de l'autre côté, dans la frange droite de la population française, on a de plus en plus des discours qui défendent qu'une identité française aussi homogène. Et donc, de ce point de vue-là, moi, je pense qu'il y a un vrai danger, si on va des deux côtés vers une définition que d'un côté d'une France que mélangée, de l'autre côté que d'une France blanche et chrétienne. Je pense au contraire que revenir à la créolisation et à dire il faut une France multiculturelle, il faut une France avec plusieurs identités, c'est ça la République. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs identités, mais on a un universalisme commun qui est la citoyenneté française. C'est ça dont on a besoin. Et en fait, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est si on prend du recul par rapport à ce qui se passe là, d'un point de vue électoral, c'est la solution pour recréer du lien dans notre société. Stéphane Vernet, en accord? Oui, totalement. Mais après, moi, je reste persuadé que la France, elle est déjà multiculturelle, elle a déjà plusieurs identités. Un quart des Français ont des origines étrangères. Enfin, donc voilà. Et oui, c'est le propre de la République. Après, dans le positionnement et la stratégie choisie par la France Insoumise et la façon d'aller, encore une fois, je pense que c'est un parti qui s'est beaucoup et qui s'est de plus en plus appuyé sur des structures communautaristes. Ça pose problème. Communautariste, ça veut dire scission ou sécession. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là, on n'est plus dans les valeurs de la République. Voilà, je veux dire. Alexandre, vous reconnaissez ça ou pas? Mais je trouve ça. En fait, je parle pas. Ouais. Là, je parle pas. Quand je parle de communautarisme, j'élargis le propos parce qu'on dit oui, en fait, on dit beaucoup, on reproche beaucoup à la France Insoumise de faire le jeu des islamistes, etc. Moi, je vais pas sur ce terrain-là. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a que la France Insoumise s'est appuyée sur le parti indigéniste, par exemple. Enfin, des gens qui ont une approche de la société qui à mon avis ne correspond pas du tout aux valeurs de la République et qui pose problème. Moi je suis pas d'accord que toute forme de parole qui ne respecterait pas les lois de la République est problématique. Point barre.
Alors Là- attendez, il faut décrypter un petit peu quand même, Alexandre Non, mais Palatz, oui, comme vous dites. Ça dépend jusqu'où. Il y a des choses qui Jusqu'où, sont oui. interdites par la loi, en fait. Par exemple, vous pouvez avoir des propos à caractère antisémite, vous pouvez avoir des propos qui sont des incitations à la haine raciale, etc. Je suis désolé, mais ça, c'est interdit par la loi. Et donc, enfin, voilà, il y a des... Exactement, hein. Je suis totalement d'accord. Là-dessus, on se Il rejoint y a quand totalement. même quelques lignes rouges à ne pas dépasser. Tout à fait. Et je suis- Quelles sont les lignes rouges objectives que la France insoumise a dépassées? c'est là où, Alexandre Palatz. en fait, moi, il y a le fond et la forme. En fait, sur le fond, moi, je trouve ça difficile de pouvoir reprocher quelque chose. Il n'y a aucune accusation en justice. C'est-à-dire que sur le fond, quand on se base sur ce que peut dire la France insoumise, il y a différents... c'est difficile de pouvoir les accuser. On peut parler, par exemple, de propos maladroits après le 7 octobre. Je suis totalement d'accord que c'est assez... Juste C'était maladroit. plus que C'est juste maladroit. Est-ce que ça a été... Non, mais au moment Ouais. du 7 octobre, juste après les massacres, je suis désolé, présenter Inadmissible les de terroristes, défendre, les assassins, etc., des gens qui tuent des femmes et des enfants, etc., enfin, de manière totalement indifférenciée, parler de résistance, il y a quand même un problème. Là-dessus, je suis totalement d'accord avec vous. Là, Il y a quand on même est un 100% problème. d'accord là-dessus. Ce dont je veux parler, c'est que, par exemple, sur l'antisémitisme, je mets les pieds dans le plat parce qu'on a beaucoup eu cette accusation-là. Est-ce qu'il y a une forme... Est-ce que la justice a été saisie? La justice a dénoncé des faits d'antisémitisme dans les paroles. Ce que je veux dire, c'est que sur le fond, il n'y a rien dans le programme du nouveau Front Oui, c'est populaire vrai. qui est de caractère, qui ne réponde pas aux lois de la République et qui va Oui, attaquer c'est les vrai. personnes pour ce Nouveau qu'elles Front sont. Populaire ou la France insoumise? Vous avez parlé de Nouveau Front Populaire. Oui, mais le fond du programme, les deux, en fait, si vous voulez, les deux sont inspirés. Même dans le programme de la France insoumise. C'est en un peu la 2022, partie de la question, c'est est-ce que la France insoumise dépasse certaines bornes que Oui. veut fixer le Nouveau Front Populaire? C'est là où c'est pour ça que je parle de forme et de fond. Sur la forme, il y a des discours qui sont provocateurs. Moi, je veux bien reconnaître ce côté-là, et je ne suis pas à l'aise avec la forme utilisée dans les discours, et qui vont jouer avec une frontière qui est un peu dangereuse à certains moments. Et là, je partage. Non, on est d'accord. Mais sur le fond, je veux dire, là, on met la lumière sur un parti qui, dans le programme, n'a rien de raciste. À l'inverse, je suis désolé, il faut plutôt se tourner vers l'extrême droite, et je veux pas vers les idées de l'extrême droite, et vers des accusations envers certaines personnalités politiques de l'extrême droite, et c'est là où il faut un peu faire deux poids, deux mesures, et ce n'est pas la même chose. Et vous pouvez réagir d'ailleurs à tout moment, chers auditeurs, par mail direct@radionotre-dame.com et direct@rcf.fr. Il reste 10 minutes dans ce débat, Louis Dauphren. Un petit peu moins même. Un petit peu moins, 7 minutes et 27 secondes. On a un terrible chronomètre qui défile sous nos yeux. Non, puis on ne va pas écluser ce débat aujourd'hui. On remercie bien sûr Stéphane Vernet, Alexandre Palatz pour leurs analyses. Et on sait qu'on aura donc la suite du feuilleton électoral la semaine prochaine. Je vous propose à présent de porter notre regard non pas sur Villeneuve-Saint-Georges, on va se décaler un petit peu vers l'Est, en Seine-et-Marne, vers le diocèse de Meaux qui a procédé à la pose de la première pierre de la nouvelle église Sainte-Bathilde. Ça s'est passé hier sur le site de l'ancienne abbaye royale à Chelles. Cette église est dédiée à la reine mérovingienne, figure spirituelle majeure qui a beaucoup lutté contre l'esclavage. S'en souvient-on encore aujourd'hui? Elle-même a été esclave d'ailleurs. Elle incarne la continuité d'un héritage chrétien tout en répondant aux besoins d'une communauté en pleine croissance en Seine-et-Marne. C'est ce que nous dit le diocèse de Meaux. La question, c'est un peu de savoir s'il y a une présence spirituelle aujourd'hui qui passe par la construction d'églises dans des lieux où il n'y en a pas forcément, parce que justement le cardinal Lustiger disait qu'à une certaine période, quand l'urbanisation s'est beaucoup développée, on a pensé à construire des pavillons, mais pas forcément l'église au milieu de villages, donc qui ont disparu dans ces zones périurbaines. Ça renvoie quand même un petit peu entre Villeneuve-Saint-Georges et Chelles, ça renvoie à des problématiques un peu communes sur la présence religieuse dans ces immenses mégapoles. Stéphane Vernet. Alors, c'est peut-être vrai dans les immenses mégapoles, comme vous dites, et dans les mégapoles, ça suffira. Ouais, mais dans les couronnes, les aires périurbaines ou autour de Paris ou peut-être de très grandes villes. Mais enfin, moi, il me semble qu'il y a quand même un certain nombre de villes qui se sont beaucoup urbanisées après la Deuxième Guerre mondiale, avec des nouveaux quartiers, mais dans lesquels on a construit des églises. Il y a quand même eu pas mal d'églises qui ont été construites dans les années 50, 60, etc. pour accompagner la croissance démographique. Et je pense que c'est vrai aussi dans la première couronne de Paris. Enfin, voilà. Alors peut-être qu'il y a des grands ensembles. Mais proportionnellement, ça ont n'a été pas suivi. oubliés. En tout cas, le cardinal Lustiger était sensible à cette histoire-là. C'est pour ça qu'il a créé les chantiers du cardinal, justement. Après, ce qui est intéressant à Chelles, c'est que je pense que ça fait un petit paquet de temps qu'on n'a pas construit une nouvelle église en France. C'est pas si courant, donc voilà. Après, bon, si ça correspond effectivement à une progression de la population et en tout cas de la communauté et du nombre de croyants, de fidèles, s'il y a un besoin
et qu'on y réponde en construisant une nouvelle église, je trouve ça pas mal. Mais la vérité, c'est qu'ailleurs, on enferme beaucoup, en fait. Donc, mais par manque de prêtres, et puis parce que le nombre de ce qu'on appelle les messalisants, c'est-à-dire les catholiques pratiquants qui vont à la messe tous les dimanches, je ne sais pas à combien on est, on parlait de 4%, 5%. Voilà, les chiffres se sont quand même beaucoup effondrés, se sont beaucoup diminués ces dernières années. Donc la tendance, elle est plutôt à fermer des églises plutôt qu'à en ouvrir. Dans certaines parties du territoire, effectivement, oui. Mais c'est vrai que dans dans l'essentiel du territoire, malheureusement, parce qu'il y a plein de. Mais en ville, c'est assez plein, y compris dans les banlieues, justement. Alexandre Poidat, vous le percevez, ça, ou pas? Sur les églises qui sont pleines dans les villes, j'aimerais ne pas avoir les chiffres. J'ai l'impression, oui, en fait, en tout cas, c'est clair que comme il y a une dynamique dans les villes qui est très différente des campagnes, que ce soit d'un point de vue religieux ou d'un point de vue culturel ou autre. Donc effectivement, on retrouve ces dynamiques-là. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 40... J'ai regardé les chiffres parce que je me posais la question. Il y a 42 000 églises en France pour 35 000 communes. On a quand même beaucoup d'églises. Il reste beaucoup d'églises. La question est plus d'un point de vue qualitatif. Où sont les églises, dans quel lieu on a besoin d'églises? En l'occurrence, à Chelles, ça semble assez logique parce qu'il n'y a qu'une église qui est très loin du territoire et une croissante demande. Donc ça, c'est intéressant. Moi, je trouve que la question, ce serait plus qu'est-ce qu'on fait des églises existantes? Et qu'est-ce qu'on fait des églises existantes, notamment dans des zones rurales où il y a de moins en moins de fidèles. On parlait tout à l'heure de transfert de population. Alors évidemment, c'est tout à fait différent comme contexte, mais il y a eu un exode intérieur en France quand même très fort qui a amené vers les villes des populations dont il faut aussi s'occuper spirituellement. C'est ça que sous-entend ce chantier. Oui, pourquoi pas. Et puis les populations aussi de tous les nouveaux arrivants, en particulier je pense aux chrétiens d'origine africaine qui sont quand même très nombreux en région parisienne et qui remplissent les églises aussi. Et on dit que l'église de demain sera métisse et versaillais. Certains analystes du fait religieux... C'est le fer à cheval, il y a un fer à cheval. C'est la sociologie du fer à cheval. Il y a une partie du fer à cheval, c'est plutôt la sociologie versaillaise, ouest parisienne ou parisienne. Et puis l'autre partie du fer à cheval, c'est-à-dire deux milieux qui ne se voient pas et qui ne se côtoient pas forcément. Ce sont les populations africaines, antillaises, qui sont aussi importantes. Et d'ailleurs, Alexandre Poidat, vous êtes très engagé dans Lutte et Contemplation, qui a donc... mastiqué Laudato Si, l'encyclique du pape François, ruminé l'encyclique du pape François. Comment est-ce que cette sociologie du fer à cheval prend-elle en compte ces enjeux d'écologie intégrale tels que souhaités par le pape François? On va d'ailleurs fêter les 10 ans de Laudato Si cette année. C'est un événement important. Est-ce que vous pouvez redéfinir faire parce que je vois pas trop. Il y a d'une part l'Église qui serait métisse, qui serait multiculturelle, qui serait issue de l'immigration, les catholiques qui viennent notamment d'Afrique de l'Ouest, et aussi les catholiques versaillais. Est-ce que les deux font partie de Lutte et Contemplation? C'est intéressant, ça rejoint vraiment le débat juste avant sur Villeneuve-Saint-Georges. Est-ce que, en gros, est-ce que la France de gauche peut parler à la France de droite? Mais c'est un peu non. Vous trouvez non, pas? c'est plus. Je pense que la question de Pierruc, c'est plus en termes de sociologie, c'est-à-dire est-ce que Lutte et Contemplation parle à toutes les sociologies du catholicisme? Oui, mais bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que pour revenir à Laudato Si, c'est le ciment derrière tout ça. Derrière Laudato Si, c'est pas juste une défense de l'écologie, c'est une vision de l'humain. Et le pape, dans Laudato Si, parle aussi de la crise de l'individualisme au cœur de la crise écologique. De la crise de l'individualisme, dans le sens où on crée de moins en moins de liens, on a besoin de liens fraternels. C'est aussi le thème du Jubilé de l'Espérance cette année, de recréer plus de... On a besoin d'espérance pour créer plus de liens fraternels. Et de ce point de vue-là, évidemment que toute forme de communauté doivent se parler, que ce soit les Versaillais ou les immigrés. Et aussi, c'est aussi, si vous voulez, la lutte contre l'individualisme, je pense, rassemble ces deux types de populations. Et les églises sont des lieux pour lutter contre l'individualisme. C'est des lieux communs. De socialisation. Ouais, de socialisation, etc. Mais au sein des cercles de silence, des actions menées par Lutte et Contemplation, est-ce que vous constatez la présence de membres de toutes les sociologies possibles du catholicisme? Vous avez raison de le poser. On le constate. Alors déjà, on est souvent très jeunes. Et effectivement, on est quand même dans une forme de classe sociale assez homogène, où il y a peu de personnes immigrées ou issues de classes populaires. Comment l'expliquez-vous? C'est peut-être aussi par nos canaux de diffusion. On est quand même récent, ça fait 1 an et demi qu'on existe. Alors on essaye de diffuser l'information, et par nos canaux de diffusion, c'est plutôt le cercle proche qu'on touche pour l'instant. Mais effectivement, et si on a des auditeurs qui ne se reconnaissent pas dans l'homogénéité que j'ai décrite, rejoignez Lutte et Contemplation, vous êtes les bienvenus, on en a besoin. est faite, merci beaucoup. Alexandre Poidat, cofondateur de Lutte et Contemplation, merci beaucoup. Stéphane Vernet, vous êtes éditorialiste à Ouest France. Vous serez avec nous d'ailleurs lundi prochain pour Le Point de Vue. Rendez-vous à 7h20.
va un peu plus tôt pour les auditeurs qui se lèvent plus tôt. Merci Louis Dauphren, merci à Pierre-Henri Paget ce matin qui réalise cette matinale depuis 6h30. On vous donne rendez-vous demain à 6h30 pour une nouvelle matinale.